de l'IA. Et ce webinaire, donc, nous l'organisons donc, avec un partenaire, France Digital, avec lequel nous travaillons régulièrement sur ces thématiques. Et donc au programme, 3 intervenants qui vont s'exprimer donc autour de cette thématique IA et data. Donc nous accueillons, Julia Fénard, donc responsable des affaires européennes au sein de France Digital, donc qui s'exprimera justement donc sur la stratégie, en matière d'IA et data, de la Commission européenne et les réponses proposées par France Digital. Nous accueillerons également donc Grégory Labrousse, donc qui est le fondateur, de la start-up Namer et membre, de l'association France Digital. Et notre troisième intervenant, Patrice Duboué, qui est directeur, technique et innovation donc chez Capgemini France. Donc qui nous partagera aussi, son point de vue, le point de vue de Capgemini, autour d'une IA éco-responsable et comment cela s'inscrit dans la relation, grand groupe, start-up. Juste avant de laisser la parole aux différents intervenants, je voulais, attirer votre attention donc sur la fenêtre de chat sur votre droite, pour que vous puissiez poser des questions au fil de l'eau et puis on fera une petite session de questions-réponses donc à la fin des différentes interventions. On essaie que ce soit au maximum interactif. Merci beaucoup à vous et à toi Julia. Merci, merci beaucoup Annabelle, et justement à toute l'équipe pour avoir dégagé un petit peu de temps justement pour parler start-up dans le cadre de ces sujets-là. Rapidement, peut-être quelques mots sur France Digital pour commencer. France Digital aujourd'hui représente 1500 startups et 100 investisseurs, donc VC et Business Angel. Pour que vous resituez, on est la plus grande association de startups en Europe et on a pour objectif commun de faire émerger des champions du numérique en Europe. Rien que ça. Donc, c'est une association qui a été créée en 2012 et c'est vrai que l'intelligence artificielle a dès le départ été au cœur de nos préoccupations et notamment tout l'écosystème de startups que cela implique. Et je pense que ça vaut le coup de faire peut-être un petit détour pour qu'on se resitue tous ensemble le paysage de l'IA en Europe aujourd'hui, notamment vraiment sur le sujet startup, parce que il est vrai qu'avant la crise, et j'espère que ça sera encore le cas, il n'y avait jamais eu autant d'argent investi dans les startups françaises de l'IA. Donc historiquement, vous vous doutez, l'écosystème européen, il est vraiment mené par l'impulsion de 3 pays, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Et donc l'écosystème a connu vraiment une croissance sans précédent, surtout ces 5 dernières années, avec un taux de croissance des levées de fonds par les startups qui atteignait 55% de plus par an. Et donc en 2019, ça c'est des chiffres qu'on a mesurés dans le cadre de notre baromètre avec Roland Berger sur l'écosystème de l'IA en Europe. On peut dire que les startups françaises, pour la première fois, donc l'année dernière en 2019, ont dépassé leurs homologues britanniques en termes de levée de fonds. Et ça, c'est une grosse percée pour la France. Donc on arrive vraiment en tête en termes d'attractivité des investissements. Et les montants captés sur l'année 2019, ils étaient estimés à 1,14 milliard d'euros environ. Donc voilà, nous, chez France Digital, on a vraiment la conviction que Paris a la possibilité de remplacer Londres comme porte d'entrée des investisseurs étrangers en Europe. On a les talents, notamment l'expertise mathématique, on a la recherche, les brevets, la propriété intellectuelle et le capital. Maintenant, à nous de construire la suite. Et c'est justement dans ce cadre-là, vraiment dans un écosystème en pleine ébullition, que la Commission a annoncé en février 2020, cette année, une nouvelle stratégie européenne en matière de numérique, avec 2 volets principaux. Le premier, l'intelligence artificielle, et le deuxième, la data. Pour ce qui est du premier, la Commission a pour ambition en fait, de réglementer les utilisations d'intelligence artificielle qu'on jugerait à haut risque. Concrètement, haut risque, qu'est-ce que ça signifie? Il y a quelques exemples qui sont donnés dans le livre blanc de la Commission européenne. Il y a par exemple l'encadrement de la reconnaissance faciale.
l'encadrement de certaines applications dans le secteur de la santé ou les algorithmes de recrutement qui font du tri de CV, par exemple. Donc ça, c'était vraiment pour la partie IA, et pour la partie data, qui est vraiment menée sous l'impulsion du commissaire français Thierry Breton. L'objectif de la commission, c'est vraiment de favoriser le partage de la donnée entre les acteurs. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'avec France Digital et l'écosystème, on est très alignés sur cet objectif. Donc voilà, il était vraiment essentiel pour nous que les acteurs de l'IA contribuent aux discussions initiées par la Commission européenne sur ces sujets-là et sur ces différentes thématiques que je vous ai citées. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de s'assurer et d'accompagner la Commission européenne pour que le cadre réglementaire à venir puisse être pertinent pour les startups. On est des acteurs, on va dire, assez différents aussi des PME traditionnelles. Et donc, il faut qu'on s'implique dans ces débats assez vite et dès le début. Et pour que ce cadre réglementaire-là, voilà, soit en fait valable sur des périodes aussi exceptionnelles que celles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec le coronavirus. Et on espère, voilà, que bien sûr que ça ne sera pas un frein à l'innovation et qu'on aura l'occasion par la suite de développer des IA plus éthiques avec plus de valeur, et que, on l'espère, la data sera davantage partagée par les acteurs. Donc voilà, cette task force dont je vous parle, elle est composée aujourd'hui de plus d'une quarantaine de startups, tous secteurs confondus, avec différents business models, B2B, B2C, B2G, business to government. Et voilà, on a vraiment travaillé en fait tous ensemble sur un papier qui a été publié ce matin, qui est en fait 25 propositions très concrètes pour une stratégie européenne en matière d'IA et de data. Donc voilà, je vous inviterai à consulter ce document. On ne va pas revenir aujourd'hui sur les 25 propositions, on n'aura pas le temps, mais je pense que la personne la plus à même pour vous en parler, c'est certainement Grégory, donc Grégory Labrousse, qui est avec nous aujourd'hui de Namer et qui est vraiment l'un des membres fondateurs aussi de la task force, et qui nous a accompagnés depuis le début de la task force. Donc peut-être que Grégory, tu peux entrer sur scène pour justement nous en dire un peu davantage sur la position de la task force, sur par exemple quelle est l'adéquation des propositions réglementaires qu'il y a pu avoir dans le papier de la Commission avec la réalité rencontrée par les startups. Par exemple, est-ce qu'on a besoin d'une éthique de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de plus d'accès aux données, plus de partage de données entre les acteurs, etc. Je crois que tu as le micro coupé, Grégory. Oui. C'est le hasard du direct, oui. Donc, bonjour à tous. Merci, Julia. Donc, c'est avec plaisir que je rentre sur scène numériquement, on va dire. Alors, effectivement, nous, chez Nemer, on est très content d'avoir participé depuis le début à ces travaux sur les 25 propositions. Euh, on est, euh, on est spécialiste du mouvement de l'ouverture des données, ce qui nous permet d'avoir une vision transversale sur ce qui se passe en France et en Europe dès le début de la donnée, c'est-à-dire dès la production des données. En fait, les données, c'est à la fois les données personnelles que tout le monde connaît, les données de navigation, les données sur les applications, mais c'est aussi toutes les données non personnelles que sont le dépôt d'un permis de construire, une demande de subvention à la PAC, les images aériennes, les images satellites qui sont produites par des producteurs de données que vous connaissez tous en France, l'IGN, les agences d'État, le Bureau des recherches minières et géologiques, un ensemble de producteurs de données sur les données qu'on peut appeler industrielles et commerciales, qui sont les données sur la vie et l'environnement, sur la mobilité, sur les infrastructures, c'est les bâtiments, et sur toutes les activités liées finalement à l'économie, à l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est vrai que ces données-là, enfin Thierry Breton a dit qu'en Europe, on avait gagné la bataille des données personnelles, mais on pouvait gagner la bataille des données industrielles et commerciales, c'est-à-dire toutes les autres données non personnelles. Et le métier de Nemer, c'est de produire des données actionnables à partir de ces données. Donc, on va analyser des images satellites et aériennes et on va détecter chaque panneau solaire sur les toits de France. Et finalement, à partir de cette puissance installée de panneaux solaires, on va détecter un scénario pour les transformateurs d'Enedis pour savoir si, dans telle ou telle ville, l'électricité ne va pas être coupée par surconsommation. Donc finalement, ces données non personnelles, c'est un véritable matériau pour l'économie de chacun des pays.
et il fallait l'encadrer, il faut le booster, il faut se partager les données. Et en fait, le problème du partage des données, c'est déjà de savoir si l'IGN va survivre à lui couper 100 millions de subventions lorsqu'elle analyse toutes les données géologiques, de savoir que tous les producteurs de données, de Enedis à tous les producteurs de données sur l'agriculture, sur l'économie de la construction, est-ce qu'ils peuvent partager leurs données dans des fichiers simples, dans des formats qui sont lisibles? Et ensuite, quel est le traitement qu'on peut en faire? Donc, effectivement, les travaux que France Digital a menés traitent de tous les aspects, de la propriété intellectuelle au début de la donnée, du droit des licences qui sont des licences ouvertes, de tout le mouvement de l'open data, de savoir comment on les utilise. Et donc, les recommandations ont couvert l'ensemble on va dire, des segments et de ce que proposait le commissaire Thierry Breton, à la fois dans la politique d'intelligence artificielle et aussi pour la stratégie européenne des données. Ça s'est manifesté par plusieurs propositions de directives sur lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on a réfléchi. Pour vous en donner quelques-unes, la portabilité des données, par exemple de la météo. On peut se dire, est-ce que la météo allemande, est-ce que je la connais en France? Non, aujourd'hui, elle ne traverse pas les frontières. C'est-à-dire que la météo allemande, elle appartient aux producteurs de données, aux météo allemands, voilà, et météo France, elle a ses données. Donc déjà, il y a un espace européen de la donnée qui remonte au sommet de Tallinn, sur lequel on devrait se poser la question au même titre que le libre-échange. Est-ce que les données pourraient passer d'un pays à l'autre? Donc c'est un premier sujet sur lequel on a fait des contributions. Sur l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire est-ce que finalement une ville ou des villages peuvent laisser Waze guider toutes les personnes en voiture passer devant tel ou tel commerce? C'est un problème d'éthique du traitement de l'information. Il y a une politique de la donnée et à la fois une politique sur l'intelligence artificielle. Il y a des problèmes de propriété intellectuelle parce que finalement, un algorithme de traitement d'une image ou d'un texte, il n'y a pas de propriété intellectuelle précise. On ne sait pas si c'est un brevet du droit d'auteur. Donc, pour l'instant, des travaux sur lesquels on s'est positionné. Et enfin, il y a un intérêt écologique majeur. Et ce qu'on a proposé avec l'ensemble des membres de la Task Force et France Digital, c'est des mesures où si on flèche une IA verte, alors il y a une ambiguïté sur l'IA verte, une IA verte, c'est une intelligence artificielle au service du développement durable. Si on flèche ça, il faudrait que les investissements européens, et pourquoi pas français, parce que là, entre nous, soient boostés avec un label. Voilà, donc, pour répondre à la question. Et c'est vrai que l'un des modèles en France sur lesquels on est assez fiers, c'est qu'on a en France le Health Data Hub, qui est le plus gros hub de données de santé au monde, parce qu'on a les 65 millions de cartes vitales. Peut-être les Chinois en ont peut-être plus, mais en tous les cas, on est le seul pays à avoir une base médico-administrative sur laquelle on peut s'entraîner à avoir des informations. Et c'est vrai qu'il est grand temps de monter le environnement Data Hub. Et je pense que l'Europe peut être largement le gagnant mondial des données non personnelles. Voilà, une première explication. Grégory, si on va un peu plus loin sur le dernier point, tu parles d'IA for Green. Ça fait, je pense, maintenant 2-3 ans que tout le monde parle du monde d'après. Depuis 2-3 mois, ça a accéléré en plus sur comment accélérer la transition énergétique. Il y a une proposition de la CE de créer un espace commun de données, un Big Data Lake qui pourrait réunir l'ensemble des données pour supporter le Green Deal. D'après ta vision, comment l'IA pourrait aller encore plus loin pour accélérer cette transition énergétique en ayant justement un équivalent sur le Health Data Hub, ça serait un Green Data Hub, au moins au niveau européen. Alors, là, à nouveau, une réponse, je pense que nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut allier, pour arriver à faire ce Green Data Hub ou cet espace de données, il faut allier forcément tous les producteurs de données publics, qui sont, on va dire, le matériau, la matière première, la météo, les images satellites, les émissions de CO2. On peut aujourd'hui, je vais vous donner un exemple, on peut aujourd'hui reconstituer le trafic sur une autoroute ou sur une route
à partir des images satellites en calculant les particules dans l'air. On peut prédire sur les surfaces chauffées à partir d'images aériennes. On peut prédire d'après les fichiers de la géothermie, les réseaux de chaleur renouvelables. Donc la base, c'est d'avoir les informations brutes. Donc ça, ce sont les producteurs qui sont des agences d'État en France, comme on connaît le BRGM, l'IGN, l'ADEME, enfin un ensemble, il doit y avoir 50 agences d'État. Donc il faut déjà inciter ces producteurs de données à respecter la loi Le Maire et l'équivalent. Il y a 94 pays qui ont signé l'Open Government Partnership. Donc c'est déjà d'inciter les pays contributeurs à l'open data d'ouvrir ça. Deuxièmement, il y a un mouvement sur l'ouverture des données satellites et aériennes que même la Chine a signé, mais les États-Unis s'étaient un peu retirés, en tous les cas, pour pouvoir avoir un matériau aussi d'images satellites aériennes. Deuxièmement, il faut un écosystème avec de la recherche. Il y a toutes les grandes écoles et universités, tous les centres de recherche travaillent sur ces sujets de savoir comment traiter la donnée, comment la modéliser. Et c'est des sujets compliqués lorsqu'on passe du sol à des images 3D, à la reconstitution de villes, etc. Ce sont des sujets importants. Chez Capgemini, vous travaillez sur des gros projets, par exemple en Angleterre, sur des scénarios à 9 ans, etc. Donc, deuxièmement, un écosystème avec de la recherche et tout le monde académique. Premièrement, de la production de données avec beaucoup d'établissements publics parce que la donnée, elle est finalement quasiment publique à ce niveau-là. Ce qui est drôle, c'est que finalement, la donnée de Veolia ou d'EDF, c'est celle qui est dans le service public parce que c'est des délégations de service public. Finalement, toute cette donnée-là, on la retrouve quelque part. Et ensuite, c'est d'inciter une collaboration entre tous ces acteurs pour trouver déjà un modèle économique de redistribution de cette donnée retravaillée, et qui est un sujet très important. Nous, on a très souvent des blocages sur le fait que ensuite, lorsqu'on va faire, comme une startup que vous devez connaître, Doctrine, qui va faire du traitement à partir des décisions de justice, nous, on va faire du traitement d'images aériennes, satellites ou de fichiers en joignant des fichiers. C'est ce traitement-là qui donne une information actionnable et au fond, on doit trouver un modèle économique entre tout le monde. Mais ce qui est certain, c'est que notre grande phrase chez Nemer, c'est de dire que le rapport papier ou la politique fédérale ou nationale qui dirait il faut rénover 200 000 logements par an, il vaut mieux avoir à la maille la plus fine les 200 000 logements avec 50 informations dessus pour pouvoir faire un scénario en disant je fais ces 50 000 en premier, puis et puis ces 50 000 autres l'année suivante. Donc, il est temps d'avoir une politique publique data-driven, territoriale, et effectivement, on pense que c'est une IA au service du développement durable et très important. Il y a souvent eu un mélange entre l'IA verte et autre chose qui est de réduire les émissions de CO2 liées à 800 millions de vidéos analysées tous les jours par Facebook. C'est un autre problème. C'est-à-dire qu'il y a souvent cette comparaison. Donc, voilà. Ça, justement, je pense qu'on va revenir un petit peu dessus sur les questions un peu plus liées à l'infrastructure. Et merci beaucoup, Grégory. Je pense que du coup, tu as en plus déjà partagé avec nous ton retour d'expérience et tes recommandations, donc super concret. Merci beaucoup. Moi, je voudrais peut-être demander aussi à Patrice, puisqu'on mentionnait justement la question de l'éthique tout à l'heure, on était assez intéressés de voir justement comment vous, chez vos clients, cette thématique-là de l'éthique de l'IA, est-ce qu'elle est appréhendée? Qu'est-ce qu'elle sous-entend? Comment vous la comprenez? Et comment vos clients, est-ce qu'ils se positionnent par rapport à ça? Alors effectivement, cette notion d'éthique rejoint la notion de valeur qui est de plus en plus importante. Et aujourd'hui, lorsqu'on déploie nos projets dans l'IA, souvent avec des startups, il y a deux points qui sont importants, c'est la notion d'échelle et la notion de valeur. La notion d'échelle, c'est quoi? C'est pour passer du mode startup à scale-up. La définition, c'est bien la mise à l'échelle. Il y a 3 points qui sont vraiment capitaux et qu'on va retrouver à la tête de toutes les entreprises. Alors, lorsqu'on est startup, souvent on fait tout, et j'imagine que Grégory a accumulé les 3 postes clés que sont CSO, CEO et CFO. Hein. Donc CSO, c'est celui qui s'occupe des ventes, l'approche des clients.
Et il est vrai que dans l'approche entre start-up et grand groupe, ce qu'un grand groupe peut amener, c'est justement une facilité, une accélération pour aller chercher les personnes clés côté client. Le deuxième point qui est capital dans une bonne interaction, et c'est encore plus vrai dans l'IA, c'est la notion de méthode. Souvent, on croit qu'il suffit d'avoir une bonne idée pour aller à l'échelle. Malheureusement, ce n'est pas si simple que ça. Et le deuxième poste, c'est le directeur des opérations. Donc, comment on va gérer cette montée à l'échelle et on ne gère pas une petite équipe comme on gère une grande équipe. Donc, cette notion de méthode, elle est capitale et encore plus dans la partie IA. Et enfin, c'est la partie finance. Aujourd'hui, pour déployer des projets IA, il faut des fonds. C'est pour ça qu'on a créé, par exemple, un fonds capitalistique qui s'appelle Capgemini Venture, un fonds de 90 millions au niveau du groupe Capgemini, dont la France est le pilote. Et en fait, c'est un fonds de 90 millions où on investit dans des startups, série B, série C, des tickets de 3 à 5 millions. Il y a déjà eu 2 startups françaises qui ont bénéficié de cette aide. Donc, tous ces points-là sont capitaux pour déployer la bonne architecture. Et la deuxième question qui est sur les valeurs, encore une fois, on peut le décliner. Il y a les valeurs éthiques, on va parler de people, d'inclusion, mais de plus en plus de planète, pour rebondir sur les points qu'on a eu tout à l'heure. Et là, on a vu les premiers écarts qu'on a pu avoir sur de l'IA qui a été mal conçue. Vous avez suivi il y a quelques années les problèmes d'IA avec la reconnaissance faciale utilisée par les départements de police qui était mal conçue, où les jeux de données n'étaient pas bons. Et donc, on avait des problèmes raciaux qui ressortaient. Même chose sur le côté gender, où dans les bases de données, on avait beaucoup plus de visages d'hommes que de femmes. Donc, on avait des problèmes pour reconnaître certains types de visages. Et plus récemment, avec le Covid, autre problème d'éthique dans l'IA, le yield management. Lorsqu'on reprend ces vieilles technos utilisées dans l'aviation pour adapter le prix des billets d'avion dans les années 90, il y a quelques semaines, on s'est aperçu qu'il y avait des produits de première nécessité qui arrivaient à des prix exorbitants dû au yield management qui faisait monter les prix automatiquement. Il y avait beaucoup de demandes. Donc ça, ce n'est pas éthique. Donc encore une fois, l'IA, c'est exceptionnel, mais il ne faut pas oublier le rôle de l'homme qui va bien configurer justement tous ces process d'IA pour qu'ils soient éthiques. L'IA reste une machine et elle va faire ce qu'on veut bien lui faire faire. Et c'est souvent facile de jeter la pierre à l'IA en disant c'est la faute de la technologie de l'innovation. Non, c'est tout le temps la faute de nous qui apprenons mal ou configurons mal les algorithmes. Donc ça, c'est important de ne pas se tromper de cible. Nous sommes responsables aujourd'hui des solutions que nous déployons. Absolument. Et à l'avenir, on comprend bien que le projet de la Commission, ça sera de scruter un petit peu davantage l'utilisation de l'IA, notamment sur tous les exemples que tu as pu citer, reconnaissance faciale, voilà, les questions d'équité, de discrimination, etc. Ça fera vraiment partie de la future réglementation. Et peut-être pour revenir sur un sujet qu'avait évoqué donc Grégory tout à l'heure, vraiment le sujet de l'IA, alors soit IA verte ou IA au service d'une transition écologique. Comment est-ce que du côté justement Capgemini, vous contribuez à l'élaboration d'une IA qui serait éco-responsable voilà, dans vos travaux quotidiens, est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'innovation sur ce sujet-là? Je vais donner quelques exemples liés pour faire le point précédent avec la partie empreinte carbone. Donc, tout d'abord, ça passe par une éducation, une conviction. Encore une fois, les ingénieurs, eux, qui vont déployer. Néanmoins, il s'agit sur une méthode commune, une offre qui s'appelle Perform AI. Et les 4 piliers sont la partie compliance. Comme on l'a dit précédemment, la France et l'Europe, avec GDPR, sont très avancés sur la partie compliance des données. La partie éthique et confiance, trust aujourd'hui, c'est la première valeur des entreprises et on ne peut plus bluffer et tromper les consommateurs. La partie sécurité et qualité, la partie cybersec aujourd'hui, on l'a encore vu malheureusement ces dernières semaines, c'est plus une option. Voilà, même si ce n'est pas demandé par le client, on est obligé de fournir des systèmes hyper qualitatifs et hyper sécurisés. Et enfin, la partie sustainability, et ça c'est quelque chose qui est clé. Pour vous donner un exemple concret, aujourd'hui, lorsqu'on déploie une architecture d'IA, on va essayer de calculer l'empreinte carbone. Alors, vous imaginez tous l'empreinte carbone dans le data center. L'IA consomme beaucoup de ressources, donc on peut déjà avoir des data centers qui soient green, à la fois pour le calcul et pour le stockage, mais on peut également mieux travailler la partie architecture avec des architectures distribuées
Aujourd'hui, la notion de edge computing permet de mettre toute l'intelligence en bordure de réseau. Ça veut dire qu'elle est au plus proche de la source des données. Et on va faire beaucoup de computing en source du réseau pour ne pas envoyer tout ça dans le data center. Et ça, c'est important de pouvoir réaliser les calculs au plus proche des données pour éviter de surcharger les réseaux. Donc, c'est des dépenses de télécom, d'énergie. Ce sont des machines qui tournent. Donc, cette notion de edge computing, elle est très importante pour que l'empreinte carbone de bout en bout soit la plus faible possible et de ne pas se concentrer que sur la partie data center. Aujourd'hui, la combinaison de l'IoT dans des objets connectés, de l'IA et de la miniaturisation fait que l'on peut faire beaucoup de choses en mode décentralisé. Et cette décentralisation permet justement de réduire drastiquement les coûts et l'empreinte énergétique. Et on travaille aujourd'hui voilà, sur la sensibilisation. On intègre dans nos architectures des critères qui vont permettre d'anticiper l'empreinte carbone. Et on est convaincu que dans quelques trimestres, dans quelques années, on devra associer à nos projets informatiques et digitaux l'empreinte carbone de ces programmes. On est persuadé que ça va arriver assez rapidement. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Il y a une chose qui est vachement amusante, c'est que finalement, vous calculez l'empreinte carbone d'un data center, ou j'imagine, après toutes les missions de Capgemini, de plein de data centers à plein d'endroits. Et donc, finalement, si on prend le problème à l'envers, si vous avez l'empreinte carbone de chaque data center, vous pourriez faire une mission en disant quels sont les data centers où il faut mettre des panneaux solaires au-dessus pour qu'il soit plus vert. Donc, en fait, c'est marrant parce qu'il y a l'IA verte et vert pour IA. Effectivement, alors, souvent, c'est déjà fait. C'est que lorsqu'on parle de data center, alors, il n'y a pas que la partie solaire, il y a la partie refroidissement où vous avez vu qu'il y a des data centers qui sont montés en Scandinavie, là où on peut faire refroidir plus facilement tous les serveurs. C'est ça la grosse consommation d'énergie, c'est le refroidissement. Donc, il y a plein d'idées autour de ça, mais effectivement, le data center est l'une des composants, mais il ne faut pas oublier la partie télécom. Aujourd'hui, on sait que la 5G va transporter beaucoup plus de data. Il y a déjà des projets faits par les opérateurs, par exemple, au Japon, déploie des réseaux 4G, 5G avec des panneaux solaires et des batteries pour réduire l'empreinte carbone. Vous voyez cette notion de ne pas se concentrer que sur le data center, mais sur l'ensemble de la chaîne. C'est l'ensemble de ces économies qui va faire qu'on va aller vers quelque chose qui sera de plus en plus efficace. Ouais, et puis on peut aller plus loin en disant que la supply chain numérique, à la fois en matériaux rares dès le début et en aval de la chaîne de tous les portables ou tous les terminaux qui sont recyclés. Voilà, donc bien évidemment, il y a un impact fort. Alors ça, c'est Pour changer. intéressant parce que jusqu'à présent, on se concentre sur l'empreinte carbone, le GES, mais comme tu le soulignes, maintenant, on va plus loin. On essaie de calculer l'ensemble on va dire de la pollution par rapport à la planète, par rapport à la création, à la construction des composants. Et vous savez que maintenant, dans la partie calcul de l'impact écologique, on n'a pas que l'énergie, on a également l'eau. Donc, typiquement, pour refroidir les serveurs, il y a une consommation d'eau. Et il y a également, comme tu le disais, la partie matière première et également matière rare. Donc là, il y a également beaucoup de travaux dans les batteries pour essayer d'aller sur des constructions qui soient beaucoup plus planète friendly. Ou alors, tout simplement, si on regarde au niveau mondial, les matériaux rares, c'est une perte de biodiversité. Donc, normalement, cet été, on devait fêter c'était le congrès de la biodiversité mondiale que la France devait tenir à Marseille. Et donc, c'est un énorme impact enfin, sur les 30 prochaines années, il y a un véritable impact. Pour information, la consommation d'électricité de tout l'Internet est le troisième pays au monde et je crois qu'elle double tous les 4 ans. Et il y a un véritable enjeu pour changer ça. Et ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, on pense que c'est l'intelligence artificielle qui doit baisser la consommation d'énergie liée à cette intelligence artificielle. Donc, on ne va pas réglementer Facebook en leur demandant d'arrêter d'analyser les 800 millions ou 1 milliard d'images vidéo pour les taguer. Mais en même temps, on peut optimiser peut-être cette empreinte. Bah justement, on se disait tout à l'heure et au début de la conférence et aussi dans nos recommandations au sein de la task force, ils partageaient avec Capgemini
c'est que voilà, l'une des manières d'avancer dans ce sens-là et dans le bon sens, c'est notamment peut-être accroître davantage les synergies entre start-up grands groupes. Donc là, on a déjà identifié, le temps d'une discussion, on a identifié énormément entre Namer et des projets qui peuvent être portés par Capgemini avec de grands groupes. Et peut-être du coup, Grégory, ça serait intéressant que tu nous reviennes un petit peu sur quelles seraient les recommandations de Namer sur comment les startups pourraient mieux travailler avec les grands groupes et comment en fait avancer ensemble vers le partage de la donnée et pour à terme mener à des initiatives comme celles que vous venez tout de citer. Oui, alors effectivement, nous, on travaille déjà avec Capgemini sur pas mal de sujets parce que je pense que les entreprises de notre taille, je pense que c'est important, les quatre piliers dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que l'aspect financier, l'aspect compliance, l'aspect sécurité, c'est dur pour une petite entreprise lorsqu'elle intègre un très, très grand compte. Lorsqu'elle déploie une solution sur un très très grand compte, c'est dur d'avoir cette approche de A à Z. Nous, en ce moment, on fait auditer l'un de nos programmes, un gros programme sur la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, qui est quand même un gros problème. On fait auditer par Capgemini, donc les recommandations sont intéressantes. Donc elles sont finalement sur à la fois technique et financière et sur le déploiement. Donc c'est vrai que l'apport d'un grand groupe comme Capgemini, ça permet finalement, c'est leur métier d'intégrateur d'une solution. Et l'intégrer, c'est pas simplement intégrer chez le grand compte, ou chez le grand compte public ou privé. C'est faciliter l'intégration aussi pour la startup pour laquelle c'est finalement un accélérateur. On a pu à voilà, on a refilé le bébé, c'est intégré, ça va vite. Et puis, effectivement, il y a une connaissance du client qui est plus approfondie parce que il y a une différence entre être 50 et 60 000. Et donc, effectivement, il y a plus voilà, il y a plus voilà, de connaissance du client. En revanche, pour défendre nos intérêts, enfin pas nos intérêts, mais notre position, on voit bien qu'on est aussi intéressant pour Capgemini parce qu'on apporte des choses nouvelles. Donc, et on voit bien que dans l'écosystème, que ce soit Capgemini ou d'autres grosses boîtes de conseil, finalement, je pense que le chiffre d'affaires est fait à aller entre 20 et 50% par l'écosystème, en partenariat. Donc finalement, tout le monde travaille avec tout le monde. Et nous, avec d'autres personnes de chez France Digital, on travaille avec Sagi, on travaille avec Toucan Toco. Donc voilà, on travaille avec plein de gens, avec Dataiku. Où finalement, il y a une chaîne de valeur qui est partagée entre acteurs et peut-être que des sociétés comme Capgemini peuvent nous aider à même de faire des partenariats plutôt que de raisonner avec des clients comme les grands comptes. Je pense que c'est finalement à la fin un énorme partenariat avec multi-tâches. On se disait ce matin, Julia, que la prochaine étape de France Digital, c'est de monter finalement des consortiums avec client ready, c'est-à-dire que les grands groupes viennent acheter chez France Digital une solution intégrée. Voilà, peut-être. Patrice, tu souhaiterais peut-être réagir sur justement le renforcement des coopérations start-up grand groupe? Oui, pour rebondir, c'est un petit peu ce que je présentais au début avec Capgemini Ventures, c'est exactement l'esprit. Lorsque je disais que Capgemini investit des tickets de 3 à 5 millions dans des startups, il y a un point qui est capital, c'est qu'on investit toujours en minorité. Ça veut dire qu'on s'interdit de prendre plus de 49% de la startup. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vocation à la phagocyter ni à l'intégrer. On sélectionne des startups qui améliorent, donnent plus de valeur à notre écosystème. Je déteste le mot d'open innovation, ça laisse croire que l'innovation est gratuite et non, l'innovation qui est gratuite n'a pas de valeur. Par contre, il y a un open écosystème et c'est vraiment le rôle de notre méthode d'innovation qui s'appelle Applied Innovation Exchange. On va créer un écosystème dans lequel sont présents des grands partenaires tels que Amazon, Microsoft ou SAP, mais on a également des startups, des scale-up qui font partie de l'écosystème. Et nous, on n'a aucun intérêt à réinventer un service qui vient d'être créé par une startup. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour nous de s'associer, de détecter ces pépites et de travailler avec elles, voire d'investir si on est persuadé qu'on a une vision à long terme. Mais voilà, ce que l'on amène, c'est vraiment une vitrine et un accès au côté national, voire international. C'est vraiment notre marque de fabrique. Aujourd'hui, on est plus de 150 000 dans 50 pays.
Donc, ce qu'on a pu voir avec les startups, chaque fois, ce qu'on amenait de différent, c'était cette capacité à adresser très vite un marché qui est mondial. Et aujourd'hui, on sait que le monde du digital, de la data, il est mondial, il n'y a pas de frontières. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, on va toujours s'associer avec plutôt des scale-up que des startups, parce qu'il faut qu'elle ait le minimum d'industrialisation pour pouvoir travailler avec nous sur les projets qui sont souvent nationaux, internationaux. Et là, on est vraiment dans la belle adéquation entre une startup scale-up et un grand groupe. Ça marche. Est-ce que tu souhaiterais nous donner peut-être d'autres exemples sur les questions de IA verte pour conclure? L'IA verte. Alors moi, j'essaie toujours de remettre l'homme, et au sens large, l'homme et la femme, au centre du dispositif. Pourquoi? Parce qu'on a pu voir sur plein d'exemples récents, lorsqu'on parlait de blockchain, d'IA, de cloud, on oubliait le rôle de l'homme. Et lorsqu'on parle de planète, d'empreinte écologique, on a parlé d'IA, de 5G. Il est très facile de dire c'est la faute de l'IA si on consomme beaucoup, c'est la faute de Facebook, c'est la faute de la 5G. En fait, c'est notre faute à nous. Ceux qui consomment de la 5G, de la 4G, de l'IA, c'est nous. Donc, il est vraiment important d'éduquer. Et là, ça commence très, très jeune. Nous, on commence. Alors, jusqu'à présent, on faisait de la sensibilisation dans les écoles d'ingénieurs. On a commencé à en faire dans le lycée. Et maintenant, on travaille avec des régions pour aller faire de la sensibilisation au niveau des collèges, voire même plus jeunes. On s'aperçoit qu'il y a un manque de culture sur le digital. Et il est important que chacun puisse comprendre la portée de ses actes. Je donne un exemple très concret. Pour les plus vieux d'entre nous, lorsqu'il n'y avait pas de cloud, ben, on écoutait de la musique sur un Walkman. Il y avait très peu d'empreintes carbone. Ensuite, il y a eu Spotify. Et maintenant, on a une dérive où on voit les plus jeunes qui vont écouter de la musique sur YouTube. Et ça, c'est une catastrophe. D'abord, au-delà de la qualité qui est déplorable au niveau du son, en fait, on fait transiter des volumes incroyables de vidéos pour écouter de la musique. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas. Donc, le plus gros problème, il est là. Donc, il est important que chacun reprenne ses responsabilités et on est tous responsables. Donc, bien entendu, les technos vont nous aider à optimiser, mais il est bon de trier à la base dans nos actes avant d'envoyer nos poubelles ou de récupérer toutes les données digitales en disant il n'y a qu'à demander à l'IA et aux data centers de faire leur job. Donc, il est important. Alors, on est tous responsables et c'est nous qui allons gérer la transition énergétique. Hyper intéressant. On a voilà, une des propositions en ce sens-là dans les papiers des 25 propositions dont on a parlé tout à l'heure avec France Digital et on serait vraiment ravis de travailler avec Capgemini sur ces sujets-là à l'avenir. Ce serait avec un grand plaisir. Est-ce que éventuellement, Annabelle, on commencerait à prendre des questions de ceux qui nous regardent? Ouais, tout à fait. Merci Julia. Vous m'entendez? Très Est-ce bien. que j'ai bien? Ouais, très bien, super. Oui, donc on va commencer par quelques questions. Merci à tous. Donc une première question pour poursuivre sur ta lancée, Patrice. Une question sur les projets open data des clients de Capgemini. Est-ce que tu as des exemples à citer, à développer, à partager pour partager des best practices sur la manière de traiter ces sujets? Alors, je vais rester sur le territoire français. Il y a Open Data France, en gros. Dans les projets sur lesquels on travaille sur l'Open Data, c'est beaucoup dans les projets de Smart City. Vous imaginez bien que quand on travaille sur la Smart City, rendre la ville intelligente, c'est partager des données sur les passages, les éclairages, quels équipements en place. Donc là, on travaille sur des écosystèmes, on travaille avec il y a l'association des maires de France qui travaille sur ce sujet-là pour rendre de plus en plus de données partageables. Et ça rejoint l'un des points avec les startups. Moi, je travaille dans l'un des écosystèmes startups et c'était une demande justement des startups avec la French Tech. Donnez-nous accès à des données pour qu'on puisse proposer encore plus de choses. Et ça, c'était un point qui est intéressant. Donc, le domaine de la ville et de la Smart City, je ne vais pas parler de la santé, évidemment, mais ce sont des domaines qui sont très friands. Grégory parlait de la météo, c'est la même chose. Hein. Donc, plus on va pouvoir partager des données publiques, et plus ça va permettre de créer de l'information qui a de plus en plus de valeur. Je rappelle, la data, elle est brute, et lorsqu'on travaille sur la data, on en crée une information qui a de la valeur. Et donc, plus on a de data fiable et partageable, et plus on peut créer de la valeur. Merci. Alors, deux autres questions qui peut-être
Plutôt pour toi, Julia. Donc, on a pas mal parlé en fait de dispositifs, de réglementation au niveau européen, mais comment tout ça s'inscrit, cette réflexion, elle s'inscrit au niveau national? Comment c'est relayé? Comment c'est organisé? Alors justement, la France a une stratégie en matière d'intelligence artificielle qui avait été à l'époque portée par Cédric Villani et qui continue son petit bout de chemin. Je vois que Grégory acquiesce parce que je sais qu'il a beaucoup suivi la stratégie IA de la France. Et justement, c'est une question en soi parce qu'il se trouve que d'autres pays européens ont leur propre stratégie IA et là est peut-être le problème. Et c'est pour ça aussi que la Commission européenne a essayé de vraiment mettre un coup d'accélérateur au niveau d'une réglementation IA pour éviter vraiment une fragmentation de 27 stratégies différentes et de 27 débuts de réglementation différents dans chaque État membre. Et donc voilà, il est important d'avoir une impulsion nationale française et French Tech. Et comme je disais au début de mon propos, on a toutes les armes pour vraiment devenir, je pense, la porte d'entrée des investissements, de détrôner Londres sur ces sujets-là. Et il faut qu'on poursuive. Par ailleurs, je pense que la coordination européenne et continentale sur ces sujets-là pour peser contre les autres puissances en matière d'IA et de données que sont les États-Unis et la Chine est vraiment d'une importance égale. Donc il faut jouer sur les deux terrains et sur les deux échelons. Merci Julia. Donc parmi les questions, donc on en avait une bon, sur les sujets d'actualité aussi. Tout est d'actualité bien évidemment, mais là, plus lié au contexte. Capgemini fait partie du consortium donc qui œuvre aux côtés de l'INRIA et des startups, puisque Grégory en a parlé. Donc pour mettre à disposition l'application Stop Covid. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots, en tout cas sur le volet gestion des données, Grégory, Patrice? Je peux démarrer. Donc là, je vais pas aller trop dans le détail pour une raison simple, c'est que en fait, on a rendu le code public justement pour éviter toute polémique et que chacun puisse être convaincu que la partie GDPR, elle avait été vraiment au centre de l'architecture sur le fait qu'il n'y ait pas d'enregistrement de données, qu'il y a une annulation totale par rapport à ça. Et dans le cœur de l'application Stop Covid, c'était vraiment la partie cybersec. Donc la partie cybersécurité a été l'un des maîtres mots de cette application pour garantir à tout le monde la meilleure utilisation et la meilleure confiance. On parlait de trust tout à l'heure, donc c'était un point qui était capital. Oui, alors moi, je peux rajouter une chose. Nous sommes, nous accompagnons, nous avons été nous aussi sélectionnés aux côtés de Capgemini pour contribuer éventuellement à l'application Stop Covid dans un second temps, enfin, lorsqu'on nous appelait, mais sur une partie qui est, je pense, qui est moins polémique, qui est finalement où sont tous les immeubles, où il y a des données géolocalisées de personnes, mais finalement, quels sont les lieux qui sont à côté? Est-ce qu'il y a une gare? Est-ce qu'il y a un centre commercial? Est-ce qu'il y a une zone qui est plus sensible parce qu'il y a il y a beaucoup de personnes âgées, ou il y a beaucoup, c'est une zone où au contraire, il y a une grosse activité commerciale. Donc, je pense qu'à nouveau, les données peuvent être, même les données complètement non personnelles, et je peux vous dire que Capgemini œuvre également dans plein de projets, que ce soit sur la supply chain, les masques, les tests, donc dans plein d'autres projets où la donnée est au cœur du sujet, et il ne s'agit pas du tout de données à nouveau personnelles, il s'agit de données sur les lieux, sur les flux, sur la mobilité. Il y a tout un enjeu, là, vous imaginez bien, sur le tourisme cet été, sur la reprise d'activité, sur la crise économique. Donc, à nouveau, il y a plein d'exemples avec la crise que nous vivons de remettre la donnée au centre, notamment sur le plan de relance pour la rénovation énergétique, pour revenir là-dessus, et sur le relance de l'économie. Et, voilà, et je pense que Stop Covid est un exemple polémique, alors que finalement, c'est simplement de mettre de la donnée qui effectivement
la personnelle, mais qui est anonymisée, comme tous les pays l'ont fait. Voilà. J'ai pas vraiment de point de vue sur le sujet. Ok, merci. Dans un autre registre, Julia, est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur les actions de France Digital pour soutenir les startups? La question est assez générale, peut être adaptée. Je ne vois plus Julia. Si, je la vois. Là, tu Je ne l'entends plus par contre. Ah, voilà, pardon. Non, peut-être qu'en effet, adapter la réponse au contexte actuel, parce que France Digital a vraiment opéré, on va dire, un bouleversement de nos priorités habituelles pour vraiment se concentrer à accompagner les startups en difficulté et à être aux côtés de l'écosystème en ce moment, pendant cette crise. Et donc, comment nous faisons cela? En ce moment, sur le contexte Covid, par exemple, on a publié un Startup Rescue Kit qui est très complet, qui fournit énormément d'informations aux startups sur comment se voir rembourser ce pays, le crédit impôt recherche, comment avoir accès aux prêts garantis par l'État, quelles formalités mettre en place pour le chômage partiel. On a mis en place un déconfinement Startup Kit avec vraiment des conseils sanitaires et des partages de best practices entre startups. Voilà, par exemple. Et puis, par ailleurs, vous l'aurez peut-être vu passer dans certains médias, mais on accompagne aussi les startups auprès du gouvernement pour demander des mesures qui leur soient adoptées, notamment pour faciliter une sortie de crise. Et on a publié il y a une semaine un document qui s'appelle Alternative, qui en fait, on demande aux autorités une redirection économique et non pas un plan de relance, puisqu'on ne veut pas que les choses reviennent comme avant, mais qu'il y ait une vraie transition numérique, transition écologique qui soit opérée. Donc parfois dans les crises, il y a des opportunités, il faut savoir les saisir. Et donc vous retrouverez dans ce document qui s'appelle Alternative toutes les propositions de France Digital en matière fiscale, comment donner aux startups un peu plus d'accès au financement. Justement, on a évoqué la question de l'éducation au numérique. On a vraiment des propositions très concrètes pour transformer notamment le chômage partiel en chômage formation au numérique, par exemple. Et comme ça, on a une quinzaine de propositions qui sont très ciblées start-up et qui ont pour but de donner une direction pour le monde de demain et d'accompagner le gouvernement aussi dans leur réflexion actuelle sur les mesures à mettre en œuvre pour aider notre écosystème à surmonter ça. Merci. Dans la même veine, en termes d'accompagnement, que propose Capgemini, Patrice, pour accompagner les startups? Et parmi les startups accompagnées, quelle proportion d'entre elles ont une activité très liée à l'intelligence artificielle et la donnée? Alors, la collaboration avec les startups, ça s'appuie sur nos espaces innovation, dont les Applied Innovation Exchange, où on reçoit toutes les semaines de nouvelles startups pour découvrir leur domaine. Et lorsqu'on voit une synergie possible entre l'offre de la startup et les offres que l'on propose à nos clients, on travaille très souvent sur un démonstrateur où on les présente à un ou plusieurs clients pour essayer de définir un pilote avec des clients. Donc voilà, c'est, on va dire, une approche commerciale. On va d'abord vérifier l'adéquation possible et le côté justement scalable de la startup. Et quelle est la proportion d'IA? On n'a pas un décompte aussi précis que ça, parce que souvent une startup, elle va, alors par rapport à la donnée, c'est 100%. 100% des startups travaillent sur la donnée. Sur la partie IA, je dirais qu'aujourd'hui, c'est entre 15 et 20%. Je parle de vrai IA, parce qu'il y a plein de startups qui ont fait de l'IA. Non, en fait, c'est du big data, donc il faut pas tout confondre. Mais ouais, sur l'IA, je dirais 15-20. Ok. On a beaucoup parlé d'échanges entre associations, entre startups, entre grands groupes. On a évoqué l'Inerial avec l'application Stop Covid. Comment se situe un peu les laboratoires de recherche au niveau de cette problématique dans l'écosystème? Comment ils se positionnent? Quelles interactions vous pouvez avoir avec eux, avec ces laboratoires de recherche? Comment ils interviennent?
Peut-être que Julia, tu peux nous partager quelques mots sur le sujet? Je pense que le message là-dessus, c'est vraiment qu'il faut faire plus. On a une proposition dans ce sens-là, en effet, dans notre papier, qui est de dire que on a vraiment besoin de voilà, renforcer les coopérations pour la recherche entre le monde académique et les startups. Un exemple qui est assez intéressant, ce sont les laboratoires de Polytechnique qui, pour le coup, sont assez pionniers dans le domaine et qui arrivent très rapidement auprès d'étudiants très jeunes à vraiment regrouper le milieu de la recherche et le milieu de l'entrepreneuriat. Et voilà, dans ce sens-là, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, mais plus de financement, ne serait-ce que public, pour mener des initiatives en commun entre startups et laboratoires de recherche, ça serait un premier pas. Côté grand Moi, groupe, vas-y, Grégory. Le mot de conclusion de chacun. effectivement, c'est une vraie. Tout a commencé effectivement avec le rapport de Cédric Villani sur ce sujet. C'était l'une des. Il y avait énormément de contributions sur ce point. Nous, chez Nemer, on a un accord cadre intelligence artificielle et sobriété énergétique sur 5 ans avec les 26 laboratoires de Polytechnique. On a un accord cadre avec le Collège de France sur 7 ans et la même chose avec l'École de maths supérieure de Cachan. Et effectivement, je confirme qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire parce que la collaboration est pas simple, elle est passionnante et très bien, mais le cadre juridique et économique est pas clair. Vous savez qu'en France, tous ces laboratoires sont finalement le CNRS, les problèmes de transfert, je pense que Capgemini, vous pouvez en parler, mais finalement, le problème de la propriété intellectuelle, nous, on a aussi une chaire avec Polytechnique. Donc, la chaire, c'est différent. Les accords de recherche, il y en a qui sont appliqués, d'autres qui sont moins appliqués. Il y a des papiers de recherche. On est copropriétaire de modèles, on est copropriétaire on a des projets de faire des centres de données. Donc, il y a un véritable environnement juridique sur le transfert de propriété, sur la propriété intellectuelle des modèles développés. Bien évidemment, non pas par précaution, mais je pense que dès qu'on passe à l'industrialisation, comme le disait Patrice, c'est vrai que tout le monde ne fait pas d'IA, et donc dès qu'on en fait vraiment, qu'on fait des modèles, même de jointure, de machine learning ou d'analyse d'images satellites, de computer vision, on fait un modèle. Ensuite, pour l'inférer, il y a aussi un sujet de collaboration, non pas avec les accords avec les laboratoires, avec les chercheurs, mais il y a aussi des modèles de collaboration sur l'infra et sur le scale. Donc ça se fait très très peu parce qu'on a peur d'industrialiser avec des labos. Donc il y a un vrai cadre de coopération qui n'est pas évident parce que rien n'est privé en France, et donc il faut savoir de quelle manière partager la propriété intellectuelle, faire des collaborations qui sont plus que simplement faire travailler des chercheurs sur des modèles. Enfin, c'est un vrai sujet sur lequel voilà, il y a des travaux. Et dernièrement, il y a eu également toutes les agences d'État qui ont besoin d'argent, qui ont été labellisées Carnot et qui peuvent elles aussi rentrer dans le crédit impôt recherche. Et je pense qu'il faut aller plus loin pour aider finalement peut-être même les producteurs de données qui ne sont pas reconnus aujourd'hui comme pièces essentielles au puzzle. Or, parce qu'il n'y a que finalement ceux qui font des modèles qui sont connus. Voilà, donc je pense qu'il y a encore un vrai travail. On est encore au début de la collaboration. Alors, je ne sais pas pour les grands groupes si vous collaborez beaucoup ou pas avec. Un petit mot, Patrice, qu'on on arrive au bout du. Désolée, on arrive au bout du timing. Très rapidement, on travaille évidemment avec beaucoup de centres de recherche, qui soient d'ailleurs publics ou privés, hein, donc CEATech, INRIA, mais avec des labos d'Intel ou d'autres grands groupes. Et en fait, on finance énormément de thèses, des contrats CIFRE. Et dans l'IA, on est impliqué dans le programme IA à Toulouse, où on va financer plusieurs chaires autour de l'IA en collaboration avec d'autres grands acteurs de la place toulousaine. Merci beaucoup. Alors, il me reste à vous remercier tous puisqu'on a atteint l'heure. Merci à tous les participants et à tous nos 3 intervenants. Donc, vous voyez là s'afficher devant vous les différentes thématiques
et documents publications dont nous avons parlé pendant ce webinaire. Demain, nous avons un dernier rendez-vous, donc notre prochain rendez-vous est le dernier en fait dans le cadre d'Exploria, donc avec l'Institut Montaigne, donc sur la place des femmes dans l'IA, demain matin à 9 h. Et vous avez devant vous donc les différents contacts pour vous contacter pour plus d'informations, pardon, pour la suite. Voilà, je vous remercie tous. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.